Dans un monde en crise, qui aurait pu s'intituler l'ONU en crise dans un monde en crise. C'est un peu redondant. C'est lié à une recherche qui a abouti à un manuscrit qui est actuellement entre les mains des éditions du CNRS pour un ouvrage qui devrait sortir en 2026. L'ONU a 80 ans en 2025. On peut faire le constat que la période n'est pas tout à fait aux festivités. Et moi, je partirais d'un constat qui est au fond c'est un peu celui du constat de départ de l'ouvrage, de l'invisibilité de l'ONU dans ce monde en crise. Et si je vous demande par exemple de me mentionner une initiative marquante de l'ONU sur les grandes crises de la période actuelle, que ce soit la guerre en Ukraine ou la guerre de Gaza ou la crise climatique, à mon avis, ce n'est pas évident. Alors là, il y a une petite exception, c'est qu'en effet, c'est la rentrée de l'Assemblée générale des Nations unies, c'est sa session annuelle, sa 80e session annuelle, et il y avait très précisément hier un discours d'Emmanuel Macron à la tribune de l'Assemblée générale, cette tribune magnifique avec toutes ses dorures, à New York, annonçant donc la reconnaissance par la France de l'État de Palestine. Mais c'est une petite exception, et en règle générale, l'ONU est assez peu visible dans les grands débats de politique internationale. Alors, est-ce que ça veut dire que l'ONU est devenue une organisation insignifiante dans la politique mondiale? Alors, pour répondre à cette question, moi, je plaide avec pas mal de collègues sur ce qu'on appelle le pluralisme institutionnel à l'ONU, c'est-à-dire que, en fait, toutes les institutions onusiennes sont en crise, d'une certaine manière, mais elles ne vivent pas la crise de la même manière. Et je pense, sans rentrer trop dans le détail, parce que l'ONU, c'est une véritable galaxie institutionnelle extrêmement complexe, mais en gros, en balayant très rapidement ici le Conseil de sécurité, l'Assemblée générale de l'ONU, le secrétaire général, le Conseil des droits de l'homme et la Cour internationale de justice, la crise n'est pas la même. Alors les sources sur lesquelles je travaille très rapidement, parce que on n'est pas dans un séminaire recherche, il se trouve que l'ONU fait partie de ces organisations qui jouent le jeu de l'ouverture maximale de leurs documents officiels au grand public, en fait, et aux chercheurs en particulier. Je parle là, par exemple, des résolutions, ce qu'on appelle dans le jargon onusien, les résolutions du Conseil de sécurité, donc ces documents qui peuvent faire 10, 15, 20, 30 pages, y compris les débats diplomatiques, parfois extrêmement tendus, extrêmement accusatoires, qui se tiennent au Conseil de sécurité de l'ONU. Tout ça est consultable en ligne avec un temps de réaction très, 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 très court. De même que les résolutions de l'Assemblée générale de l'ONU, les statistiques des votes à l'Assemblée générale, donc on peut visualiser les majorités, les vétos aussi, qui pose son veto, combien de fois sur tel sujet, etc. Tout ça est accessible en ligne sur le site de l'ONU. Donc on a en quelque sorte accès à un corpus d'archives diplomatiques quasiment en temps réel. Et mon rôle après, avec d'autres, c'est d'essayer de contextualiser tout ça un peu au plan géopolitique. Alors, commençons par le Conseil de sécurité. Et c'est une institution qui, pour moi, vit une crise de fonctionnalité, de représentativité, de légitimité. Si j'utilisais le proverbe chinois, je crois et si on considère que l'ONU, c'est la tête, le Conseil de sécurité, c'est la tête de l'ONU, le poisson pourrit par la tête. Je vous rappelle très brièvement, le Conseil de sécurité, c'est 5 membres permanents, États-Unis, Russie, Chine, France, Royaume-Uni depuis 1945, et puis 10 membres non permanents élus pour 2 ans par l'Assemblée générale. Il a en principe une fonction de garantir la paix et la sécurité internationale. Et en réalité, il est tout à fait incapable d'assurer ce rôle depuis vraiment très longtemps. Donc c'est ce que j'appelle la crise de fonctionnalité du Conseil, sauf quelques exceptions, je n'ai pas le temps d'y m'y attarder, mais la guerre de Corée 1950-53, la guerre du Golfe de 91, où le Conseil de sécurité a pu jouer un certain rôle de légitimation collective. Dans l'ensemble, le Conseil de sécurité a été défaillant par rapport à ce que prescrit la Charte des Nations Unies, sur les grands conflits de ces 50 ou même 70 dernières années. Je pense à la guerre du Vietnam, par exemple, aucun rôle. Une guerre majeure. La guerre soviétique d'Afghanistan, aucun rôle. La guerre de Bosnie, extrêmement meurtrière des années 90. Le génocide rwandais de 94. Le Conseil de sécurité complètement impuissant. La guerre en Syrie,
plus proche de nous, 2011-2020, une guerre extrêmement meurtrière. On parle de plus demi-million de morts, quasiment toutes les violations du droit international humanitaire commises dans ce conflit, notamment par le régime criminel de Bachar al-Assad. Aucun rôle majeur. La guerre en Ukraine, aucun rôle, je vais y revenir. La guerre de Gaza non plus. Pourquoi ? Parce que, je pense que vous le savez, ces 5 membres permanents disposent d'un droit de veto au Conseil de sécurité. Et on n'est pas tous, les 5 membres permanents ne sont pas tous égaux devant ce droit de veto. La France en fait quasiment plus d'utilisation depuis la fin de la guerre froide. En revanche, vous avez 2 États qui l'utilisent très, très régulièrement, l'Union soviétique puis la Russie, et les États-Unis. Et donc la Russie, ça donne un État qui peut, le 24 février 2022, déclencher une guerre d'agression de grande ampleur contre l'Ukraine, et le lendemain, à New York, le 25 février 2022, quand une résolution qui condamne la guerre en Ukraine arrive en séance au Conseil de sécurité, le représentant de la Russie au Conseil peut poser son veto. Et si on regarde un conflit comme celui de la Syrie, par exemple, donc extrêmement meurtrier, je le disais à l'instant, la Russie qui a pris dans ce conflit fait et cause pour le régime de Bachar al-Assad a utilisé 18 fois son veto sur les 10 ans de guerre en Syrie. Donc pour bloquer toutes les résolutions qui pouvaient contraindre le régime de Bachar al-Assad à devoir coopérer sur les questions d'armes chimiques, sur une saisine de la Cour pénale internationale, etc. Donc le Conseil a été complètement paralysé par les vétos à répétition de la Russie, mais les États-Unis font pareil avec notamment le conflit israélo-palestinien. On a calculé qu'en gros, depuis les années 70, un veto sur 2 utilisé par les États-Unis, c'est un veto qui est en lien avec le conflit israélo-palestinien, et ça a continué ces 2 dernières années, notamment sous l'administration Biden, mais aussi sous Trump, des vétos utilisés à répétition pour protéger Israël de toute résolution critique, mais aussi pour rejeter toutes les résolutions éventuellement favorables aux droits des Palestiniens, y compris simplement la demande d'un cessez-le-feu à Gaza. Donc crise de fonctionnalité, crise de représentativité aussi, puisqu'on a un Conseil qui est tenu en quelque sorte par ces 5 membres permanents qui sont toujours les mêmes depuis 1945, dans un monde qui a beaucoup changé et qui tient à distance des puissances comme le Brésil, l'Inde, d'autres États qui sont aussi candidats de très longue date à une représentation permanente au Conseil de sécurité comme l'Allemagne et le Japon. Et en fait, les négociations depuis 30 ans sont complètement enlisées. Il n'y a pas de réforme du Conseil, pas d'élargissement. Et donc on a un Conseil qui, du fait de cette faible représentativité, est de moins en moins légitime. Et c'est évidemment un problème pour une institution qui est supposée être pourvoyeuse de légitimité internationale sur les questions de guerre et de paix. Alors l'Assemblée générale de l'ONU est beaucoup plus, je serai plus bref, beaucoup plus représentative. Un État égale une voix, 193 États membres, pas de veto. Et c'est dans cette enceinte qu'on voit se dégager des majorités diplomatiques. Sur la guerre en Ukraine, par exemple, pendant que le Conseil de sécurité était paralysé, on a assisté, notamment pendant la première année du conflit, à plusieurs résolutions adoptées par l'Assemblée générale de l'ONU, à plus de 140 voix, 143, 144 parfois, ce qui fait à peu près les 2 tiers des États, avec une trentaine d'abstentions, pendant que la Russie, elle, sur ces résolutions, donc qui bien sûr condamnait l'agression russe, condamnait les crimes de guerre commis par l'armée russe, etc., pendant que la Russie, elle, n'était soutenue que par 5-6 États. Les pires dictatures du monde à chaque fois, l'Érythrée, la Syrie, le Bélarus, etc. Même chose sur Gaza, à plusieurs reprises, et jusqu'à plus de 153 voix, si je me souviens bien, en faveur d'un cessez-le-feu, l'Assemblée générale, qui exige un cessez-le-feu à Gaza, à plusieurs reprises. Donc on a des majorités diplomatiques, notamment aussi plus généralement sur la question israélo-palestinienne, et je prends toujours ces exemples-là, en faveur de longue date de la reconnaissance d'un État palestinien, en faveur de l'arrêt de la colonisation dans les territoires occupés, donc en particulier Cisjordanie, Jérusalem-Est. Le problème de l'Assemblée générale, c'est que ces décisions ne sont que des recommandations au sens juridique du terme, donc elles ont une portée diplomatique, symbolique, mais pas d'effet contraignant sur les États. Et on voit bien qu'Israël tourne complètement le dos actuellement aux demandes de l'Assemblée générale. Il ne me reste même pas une minute pour parler du secrétaire général qui fait ce qu'il peut, en particulier Antonio Guterres,
qui exerce ce que moi j'appelle une fonction tribunicienne des Nations Unies. Donc il a le verbe extrêmement haut sur Gaza, sur l'Ukraine, sur le climat aussi. Mais il incarne effectivement l'ONU, mais il n'a pas non plus, lui, de pouvoir contraignant. 30 secondes pour vous parler d'une institution qui mérite qu'on en parle. La Cour internationale de justice, qui est l'organe judiciaire des Nations Unies, qui a à la fois une fonction de règlement des différends entre États, et vous avez certainement entendu parler du fait qu'actuellement, il y a une plainte qui a été déposée par l'Afrique du Sud il y a 1 an et demi à l'encontre d'Israël pour violation de la Convention de 1948 sur la prévention et la répression du crime de génocide, qui est en cours d'instruction. Elle a aussi, cette Cour, une fonction de donner des avis juridiques sur des questions de droit international qui lui sont soumises par l'Assemblée générale de l'ONU. Et je prends 2 exemples récents. En juillet 2024, la Cour, répondant à une question de l'Assemblée générale, a répondu que l'occupation israélienne en Cisjordanie et à Jérusalem était illégale au regard du droit international. Et en juillet 2025, donc très récemment, elle a adopté un arrêt retentissant sur la question climatique, en particulier en imputant aux États des responsabilités climatiques et de dédommagement des États qui seraient les plus impactés par les effets du dérèglement climatique. Voilà. Mais on est dans un contexte où la crise de l'ONU, c'est aussi ce qu'a annoncé Trump pour 2026, c'est-à-dire quasiment 90% de réduction de la contribution des États-Unis au financement de l'ONU, sachant que les États-Unis, c'est à peu près 25% des différents budgets de l'ONU. Donc la crise financière est devant et il y a un vent de panique au sein des agences humanitaires onusiennes en particulier sur comment on continue à répondre aux besoins immenses dus aux déplacements forcés, aux victimes des conflits armés, etc., avec beaucoup, beaucoup moins de ressources et les effets des contraintes institutionnelles sans précédent. On parle bien de la Fédération internationale du football, c'est ça ? Alors, je ne suis pas du tout spécialiste du sport en général. C'est une question qui se pose, par exemple, enfin, j'ai déjà vu poser à propos d'une autre organisation qui a beaucoup de rayonnement en Afrique, par exemple, qui s'appelle l'Organisation internationale pour la francophonie. Alors, je fais juste parce que je connais un peu mieux celle-là que la FIFA, mais bon, et qui prétend aussi faire du maintien de la paix, de la résolution de conflits, etc. Bon, tout ça est quand même assez marginal. Si vous regardez ce que je n'ai pas eu le temps de dire, mais le champ de compétences de l'Assemblée générale de l'ONU aujourd'hui, c'est illimité. C'est-à-dire que l'Assemblée générale, elle peut décider d'interdire l'arme nucléaire, elle l'a fait, la possession de l'arme nucléaire, hein, elle l'a fait dans un traité qui a été adopté. Donc elle intervient sur les questions de sécurité, de développement, sur les questions de diplomatie, sur les questions de droits humains, sur les questions de culture, d'environnement. Vous voyez, et donc la FIFA, à côté, elle ne peut pas rivaliser avec ça. Hein. Je veux dire, je veux bien qu'il y ait des effets de sanctions de tel ou tel État qui se comporte comme un État voyou sur la scène internationale, ce qui est clairement le cas de la Russie. Mais voilà, il n'y a pas de substituabilité possible de la FIFA à l'ONU. Pour l'instant, l'ONU, c'est la seule institution qu'on a. Et je réponds à une question qui n'a pas été posée, mais au fond, on est dans une situation où certains disent que l'ONU est en train de mourir, en fait. J'y crois pas parce que alors, les organisations internationales sont mortelles. La SDN, la Société des Nations qui avait précédé l'ONU dans l'entre-deux-guerres, a été balayée par la Seconde Guerre mondiale, donc ça peut arriver. Mais si vous regardez la robustesse des Nations Unies, leur résilience, l'attachement des États, tous les États, si vous aviez 51 États à l'ONU en 1945, 193 aujourd'hui, aucun n'est jamais sorti. Alors vous avez Trump qui décide de sortir, décide du Conseil des droits de l'homme, de l'UNESCO, de telle ou telle institution qui ne lui plaît pas, mais dans l'ensemble, aucun État. Donc c'est une institution, une organisation qui est très institutionnalisée, et en particulier, là aussi j'ai oublié d'en parler, où je n'ai pas eu le temps, sur les 193 États, vous avez les 2/3 des États membres de l'ONU qui sont des pays du Sud global. Donc, et ce sont des pays qui sont extraordinairement attachés aux Nations Unies, et en particulier à l'Assemblée générale. Donc moi, ce que j'aimerais voir dans les années qui viennent, c'est d'abord la chute des grandes dictatures qui paralysent les institutions, la Russie de Poutine, la Chine de Xi Jinping, Trump évidemment, et une revitalisation de l'Assemblée générale parce que c'est le lieu le plus légitime actuellement, même s'il y aurait beaucoup à dire sur d'autres types de réformes de l'Assemblée. Mais en tout cas, voilà, il n'y a pas pour répondre. C'est pas la FIFA qui va sauver, intervenir en Ukraine, en Gaza, etc.
je t'ai écouté, Franck, avec un peu plus un pessimisme qui s'est accru pendant que je t'ai écouté. Et dans cette optique, ce qu'on observe là pour l'instant, ce qui est vraiment très inquiétant, et ce qui m'a vraiment frappé, c'est que pour quelques acteurs, les visas n'ont pas été acceptés, donc ils n'ont même pas pu entrer les États-Unis. Et dans cette optique, je me pose la question, c'est peut-être une étape importante que les États-Unis pourraient faire, c'est de ship the headquarter de New York à Genève pour vraiment aussi donner un signal fort pour l'instant au gouvernement américain qu'on veut garder une certaine neutralité. Oui. Non, mais merci Sonia pour cette question. La question de la localisation des sièges des organisations internationales est extrêmement importante. Quand ça a été en 1945, ça paraissait évident que les États-Unis, parce que c'était Roosevelt puis Truman, et que la charte avait été négociée et signée à San Francisco, et donc New York a été le siège d'accueil de pas mal d'organisations de l'ONU, notamment de l'Assemblée générale du Conseil de sécurité. Il ne faut pas oublier qu'à Genève, il y a beaucoup d'institutions onusiennes, le Conseil des droits de l'homme, l'OMS, beaucoup d'organisations internationales sont installées aussi à Genève. Mais tant qu'à faire, effectivement, si c'est pour sabrer dans le budget des Nations Unies, Trump pourrait nous rendre un service en demandant à des capitales européennes, par exemple, ou pourquoi pas du Sud global aussi, de transférer les institutions majeures que sont le Conseil de sécurité et l'Assemblée générale. Voilà. Ouais. Merci.